Bonjour à tous, on continue sur le cours sur l'arithmétique, partie 2. Bon, en termes de cours, vous allez voir qu'on va pas énormément avancer. On va faire juste en fait la partie théorème de Bézout, la petite démonstration qui n'est pas difficile, un petit exemple, et ensuite un petit exercice aussi. Comme ça vous permettra d'avoir disons un exemple en fait de plus pour pouvoir après faire vos exercices vous tout seul. Donc c'est pas très long normalement, ce qu'on fait aujourd'hui. Juste pour vous resituer, en fait, on venait de démontrer, enfin de démontrer non, on venait de dénoncer, on l'a admise, l'identité de Bézout qui disait en gros que si je connais le PGCD entre A, enfin je connais, c'est même pas ça, si je l'appelle D, ce PGCD, je suis en mesure de trouver des entiers U et V tels que une combinaison linéaire de A et B, c'est-à-dire AU plus BV, soit égale justement au PGCD. En gros, je peux écrire le PGCD comme une combinaison de A et B, toujours. Voilà, combinaison entière. C'est ça qu'on avait montré. Et on avait bien expliqué que la réciproque n'était pas vraie. Et bien, on va avoir un théorème où là, justement, ça fonctionne bien dans les deux sens. C'est une condition nécessaire et suffisante, c'est-à-dire qu'on a l'équivalence. Ça fonctionne bien aussi dans l'autre sens. Il y a la réciproque également. Où là, en fait, on s'intéresse à un cas particulier. C'est le cas où le PGCD vaut 1, c'est-à-dire les A et B premiers entre eux. En fait, dans le cas où le PGCD vaut 1, bah, l'identité Bézout, elle nous dit qu'on peut aussi écrire 1 comme combinaison de A et B. Donc très bien, bon, ça, un sens, on l'avait déjà en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que si je trouve une combinaison qui donne 1, alors le PGCD de A et B vaut 1. Donc, enfin, A et B sont premiers entre eux. Ça ne marche que pour 1. Ça ne marche pardon, que pour 1. Parce que si vous obtenez 1, rappelez-vous, on a dit ce qu'on obtient, c'est un multiple du PGCD. Donc si on obtient 1, ça veut dire que 1 est un multiple du PGCD. Bon, bah du coup, il n'y a pas de choix. PGCD, c'est forcément 1. En fait, c'est ça l'idée. Hein. Donc c'est un cas particulier où on a la réciproque qui fonctionne. Donc si on l'énonce clairement, bah, A et B sont premiers entre eux si et seulement si. Justement, bah, je vais réécrire l'identité de Bézout. Mais là, vous voyez, c'est un si et seulement si. Donc ça marche bien dans les deux sens. Donc s'il existe des entiers relatifs U et V, tels que, c'est toujours la même chose, hein, AU plus BV égale 1. Donc finalement, bah, avoir AU plus BV égale 1, c'est avoir PGCD de A et B égale 1. C'est la même chose. Alors, démonstration, elle est assez rapide. Donc il y a les deux sens à démontrer, puisque c'est une équivalence, si et seulement si. Hein, donc voilà, ça doit aller dans les deux sens. Alors, premier sens, si A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire PGCD égale 1, PGCD de AB égale 1. Alors, l'identité de Bézout qu'on a admise, qui se démontre aussi, hein, mais elle est nettement plus longue à démontrer, indique bien qu'il existe U et V entiers, pas forcément positif, et d'ailleurs c'est généralement pas le cas, il y en a au moins des deux souvent qui est, dans la plupart des cas, qui est négatif. Hein. Alors il existe bien U et V entiers tel que AU plus BV égale 1. Donc là c'est exactement l'identité de Bézout. AU plus BV égale PGCD, donc égale 1. Très bien. Alors maintenant dans l'autre sens. Si il existe, donc là on ne sait pas que A et B sont premiers entre eux, c'est ce qu'on veut montrer. Hein. Ce qu'on suppose c'est qu'il existe U et V entiers tel que AU plus BV égale 1. Alors, du coup, ça voudrait dire que le PGCD de A et de B, qui est aussi un diviseur commun à A et B, divise AU plus BV, donc divise 1. Alors, D égale, oui, on va l'appeler comme ça. Alors, pardon, D égale PGCD de AB divise AU plus BV, puisqu'il est diviseur commun à A et B. Hein. Donc il divise aussi une combinaison des deux. S'il divise A et qu'il divise B, on est d'accord qu'il divise AU plus BV. J'espère que c'est clair ça pour tout le monde. A et B. Donc D divise 1.
Oui, voilà, c'est ça. Euh, donc du coup, bah, forcément, s'il divise 1 et que c'est le plus grand commun diviseur, forcément, c'est équivaut 1. Puisque le plus grand commun diviseur, c'est un entier positif. Et le seul qui divise 1 d'entier positif, c'est 1. Donc en fait, on peut en déduire que d égale 1. Et si d égale 1, A et B sont premiers entre eux. Excusez-moi, j'ai la diction qui est un peu lente, mais parce que j'écris en même temps. Donc A et B sont premiers entre eux. Donc vous voyez, la démonstration, elle est quand même... il y a beaucoup de blabla en fait, mais il n'y a pas grand-chose en termes de technique hein, là. Hein. Donc j'espère que ça va. J'espère en tout cas qu'il y a bien un truc que vous... Enfin, s'il y a bien un truc que vous reteniez, c'est cette double implication, on appelle ça, ce raisonnement par double implication dans la démonstration. C'est-à-dire que si vous avez un si seulement si, donc une équivalence, vous avez bien normalement les deux sens à montrer. Alors il arrive qu'on fasse les deux d'un coup quand ça s'y prête. Dans ce cas-là, on raisonne par équivalence. Mais bon, en arithmétique, c'est assez rare. C'est-à-dire qu'en général, on prend vraiment les deux sens et on décortique et on démontre les deux. Alors, un exemple. Oui, je revenais parce que je les ai étudiés juste avant le A et le B, là, 3n plus 4 et 2n plus 3. Et donc, j'aurais aimé qu'on démontre que A et B sont premiers entre eux en utilisant le théorème de Bézout. Parce qu'en fait, nous, on le faisait en utilisant l'algorithme d'Euclide. C'est-à-dire que, enfin, en gros, c'est ça. Enfin, oui, le lemme d'Euclide, disons. C'est-à-dire qu'on faisait baisser à chaque fois les nombres à l'intérieur du PGCD et pour arriver justement à 1. Là, d'un coup, en gros. C'est la même idée, hein, sauf que vous avez bien compris que dans ce qu'on a fait sur l'identité, à chaque fois qu'on cherche le U et le V, c'est finalement rien d'autre que l'algorithme d'Euclide qui est condensé. Donc c'est un peu la même idée, sauf que là, l'idée, c'est de vraiment d'écrire une seule égalité. Et à partir de cette égalité, de démontrer, enfin d'en déduire que le PGCD, c'est 1. Donc en gros, il faudrait que je trouve un certain nombre de fois A plus un certain nombre de fois B qui donne 1. Donc déjà, il faut éliminer les N. Donc on peut essayer, par exemple, de prendre 2A et 3B. Donc si je prends 2A, ça fait 6n plus 8. Si je prends 3B, alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai plus qu'à soustraire après pour virer les n, hein, c'était ça l'idée. Donc 6n plus 9. Et ça marche pas mal, parce que là, vous voyez, bon, les n, ils vont s'éliminer si je soustrais. Et si je fais 9 moins 8, ça fait bien 1. Donc là, qu'est-ce que je vais proposer? Moi, 3b moins 2a. Enfin, je vais l'écrire dans le bon sens, comme ça on aura bien le u. Donc moins 2a plus 3b, et ça fait 1. Et donc là, j'ai bien u qui vaut moins 2, V pardon, qui vaut 3. Et donc j'ai bien écrit une identité de Bézout qui donne 1. Donc le PGCD vaut 1. Là, je peux le déduire directement. Donc vous voyez, c'est quand même assez puissant si on trouve évidemment le U et le V facilement. Mais même quand on ne le trouve pas, enfin, des fois ça sert dans d'autres contextes, même si le U et le V peuvent parfois être difficiles à trouver. Mais c'est quelque chose qui est très utile en fait, le théorème de Bézout dans beaucoup de cas. Donc PGCD de AB égale 1. Et donc ils sont premiers entre eux. Voilà. Donc pour la partie de course, c'est tout. Mais je vais basculer sur la fiche d'exercice. Comme ça, on va faire le numéro 33 ensemble, qui va nous servir d'exemple en fait. Comme ça, vous pourrez être un peu plus autonome. Alors attendez. Ah ben évidemment, j'ai pas chargé la bonne fiche. C'est tout moi ça. Très bien. Allez, je vais aller la chercher en espérant que j'ai la bonne version. Pas gagné. Je ne sais pas si j'ai la bonne version. C'est pas grave, hein, si je l'ai pas, je vais aller la chercher, c'est juste plus long. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, la fiche sur l'arithmétique, qu'est-ce que j'en ai fait? Ouais, c'est pas la bonne version, clairement. Bon, ok, c'est pas grave. Allez, je vais aller la chercher sur le drive, hein, vous l'avez vous en fait. Ça fait sérieux, c'est bien, j'ai bien préparé la vidéo. Alors, on y va. Voilà. Désolée du coup pour le temps que ça met. Et c'est le plus rapide que j'ai. Parce que sinon je l'ai sur l'autre ordinateur, donc ça va être plus long. Voilà. Donc je la mets à jour parce que comme une idiote, justement, je ne l'ai pas mise à jour. C'est tout le problème. Voilà. Ok, donc c'est bon. Maintenant je reviens sur
sur où j'étais, voilà. Et je vais pouvoir l'insérer dans ma feuille. Hop là. Voilà, c'est bon. Ça met un peu de temps et on est bon. Ok, alors je vais récupérer la fiche où il me l'a mise. Elle est plus basse. Non, ok. Grand moment de solitude. Voilà, ça y est, il me l'a affiché. Donc, le 33. Voilà, donc ce type-là d'exercice qu'on n'a pas encore travaillé, c'est pour ça que je voulais vous faire un exemple là en même temps, tant que je vous ai au bout de la vidéo. Donc, le numéro 33. Alors, dans le 33, on vous parle de nombres inversibles modulo 9. Donc, j'ai besoin de vous expliquer parce que, en fait, c'est exactement le même terme, en gros, hein, que ce qu'on peut connaître dans les réels et tout ça. Mais vous n'avez pas l'habitude en arithmétique et j'ai pas mis ça dans le cours, donc c'est pour ça que je voulais faire un exemple avec vous. Alors, dire qu'un nombre est inversible, x inversible par exemple, dans R, ça veut dire que, par exemple, si je prends 2, pourquoi il est inversible? Parce qu'il existe un demi, c'est-à-dire que 2 fois un demi, ça fait 1. Donc en fait, il existe un nombre dans R tel que le résultat vaut 1. Si je prends un tiers, il est inversible aussi, parce que je peux le multiplier par 3, ça fait 1. Vous voyez, à chaque fois, je trouve ce qu'on appelle son inverse. Donc son inverse, c'est celui qui tel que quand je le multiplie par celui que j'avais au départ, je retrouve 1. Donc voilà. L'idée, ça reste la même ici. C'est-à-dire que x est inversible, euh, entier. On va le mettre, ouais, on va le mettre comme ça, inversible dans les entiers. Voilà. Ah oui, alors ils ont mis des modulos, c'est très bien. Alors, x est inversible modulo 17, puisque là, non, c'était pas 17, c'était 9. Là, ils prennent 9, donc prenons 9, mais ça marche pour évidemment tous les modulos. X est inversible modulo 9, c'est équivalent à dire qu'il existe y entier, bien sûr, c'est tout le problème, tel que x fois y, ça soit congru à 1 modulo 9. Voilà, c'est ça l'idée. Donc être inversible, c'est vraiment le fait qu'il existe un nombre dans le même ensemble qui donne 1 dans cet ensemble. Donc ici, on est dans l'ensemble des nombres modulo 9. Donc on cherche, est-ce qu'il existe un nombre tel que quand je multiplie mon x par ce nombre-là, j'obtiens 1 modulo 9. Donc par exemple, la toute première question, on vous demande de démontrer que 4 est inversible modulo 9. Alors comment vous faites? Vous testez, parce que l'avantage de modulo 9, c'est que vous n'avez que 9 possibilités. 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 8 modulo 9. Après, on boucle, on revient sur les mêmes. Donc vous pouvez tester. 4 fois 0, c'est congru à 0 modulo 9, ça ne marche pas. 4 fois 1, c'est congru à 4, modulo 9, ça ne fonctionne pas. 4 fois 2, ça fait 8, modulo 9, c'est moins 1, ça c'est pas 1, donc ça ne marche pas. 4 fois 3, ça fait 12, c'est congru à 3 modulo 9, ça ne fonctionne pas non plus. 4 fois 4, ça fait 16, c'est congru à moins 2 en fait, ou à... On peut enlever 9, donc à 7. Ça marche pas. 4 fois 5, ça fait 20, c'est congru à 2 modulo 9, puisque c'est 18 plus 2. 4 fois 6, 24. Bon, vous n'êtes peut-être pas obligé de tous les écrire, hein. Vous testez, là je vous mets le raisonnement basique, mais 18, donc 6 modulo 9, ça marche pas. 4 fois 7, 28. Intéressant, parce que 28 c'est 27 plus 1. Donc là, pour le coup, c'est congru à 1 modulo 9. Voilà. Donc 4 est inversible parce que je peux lui trouver un nombre, là c'est 7, qui soit son inverse, c'est-à-dire tel que quand je le multiplie, j'obtienne 1 modulo 9. Donc ça nous permet d'affirmer que 4 est inversible modulo 9. Donc c'est pas très dur en fait ces questions-là, hein. C'est simplement qu'il faut savoir ce que ça veut dire, quoi. Est inversible modulo 9 et son inverse est 7. Son inverse modulo 9, bien sûr. Si je me place dans les réels, son inverse c'est un quart à 4. Hein. Attention. Hein. Là, c'est très particulier quand on raisonne modulo 9, puisqu'il y a un effet de boucle qui permet d'avoir donc des inverses qui sont complètement différents de ce qu'on peut avoir dans les réels.
C'est un monde à part, en fait, hein, et c'est d'ailleurs tout un domaine des mathématiques après dans le supérieur, qu'on appelle les anneaux Z sur NZ. Enfin bref, voilà, vous irez voir ça. Enfin, les groupes plutôt Z sur NZ. Enfin non, les anneaux. Enfin bref, c'est des détails qui vous parlent pas, mais voilà, si jamais ça vous intéresse dans la littérature mathématique, ça s'appelle comme ça. Mais bon, là, on est vraiment qu'aux prémices, hein. Ne vous lancez pas forcément dans la lecture de ces trucs-là, hein, mais ça va vers ça. Le B. Alors le B, justement, à quoi ça sert d'avoir ces trucs-là, là, ces inverses? Ben, ça peut servir aussi à d'autres choses, mais entre autres, ça peut servir à résoudre des petites équations modulaires, on appelle ça, c'est-à-dire des équations de des modulos. Par exemple, donc celle qu'on vous donne dans le B, qui est 4x congru à 3 modulo 9. Donc on vous demande de trouver tous les x qui correspondent à ça. Et c'est pas si simple si vous n'avez pas l'astuce. Voilà. Alors que là, c'est assez facile, parce qu'en fait, on a remarqué que 4 fois 7, ça fait 1. Et nous, justement, on aimerait avoir que x, on ne voudrait pas avoir 4x, on voudrait avoir 1x. Donc l'idée, elle va être toute simple, puisqu'on a le droit de le faire dans les modulos. On va dire, bon, bah, très bien, comme je sais que 7 fois 4, modulo 9, ça va donner 1, je viens de le montrer, bah, je vais faire x 7. Et je fais x 7 partout. Donc, ça va me donner finalement 7 fois 4, on l'a vu. Alors, je peux écrire 28, hein, mais après, je vais m'arranger. 7 fois 3, 21. Voilà. Sauf que lui, 28, il est congru à 1, donc ça c'est x en fait, qui lui-même est congru à 21 modulo 9, et 21 modulo 9, c'est 18 plus 3, donc c'est 3 modulo 9. Voilà, donc au final, je retrouve x congru à 3 modulo 9, et donc les solutions, ce sont les 3 plus 9k. Puisque être congru à 3 modulo 9, c'est ça, hein, c'est 3 plus un multiple de 9. Avec k entier, évidemment. Ouais, j'aurais peut-être dû l'écrire dans les solutions. Attendez, parce que tant qu'à faire, là vous êtes presque dans le supérieur quand même. J'essaie de vous faire des choses bien écrites. Voilà. Normalement, si on l'écrit bien, c'est ça. C'est-à-dire 3 plus 9k. La virgule, ça veut dire avec. Donc 3 plus 9k avec k appartenant à z. Donc en fait, il y en a une infinité de solutions, hein. Tous les nombres congrus à 3 modulo 9. Et je pense que du coup, vous comprenez l'idée, hein, pour la suivante. 7x congru à, j'ai oublié, 5 modulo 9. Donc là, même idée. Si 7 est l'inverse de 4, 4 est l'inverse de 7, c'est le même principe. Donc on va multiplier par 4 des deux côtés. Donc ça va nous donner 28x congru à 20 modulo 9. 28x modulo 9, c'est x. Et 20 modulo 9, c'est 2 modulo 9. Voilà. Donc les solutions, ce sont les 2 plus 9k avec k appartenant à z. Voilà, donc ça vous permet, du coup, parce qu'il me semble que j'avais laissé... Alors attendez, que je regarde, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, j'avais laissé 25 et 27. Et justement, ça vous permet... non, ça n'a rien à voir. Attendez, je sais plus ce que je vous raconte. Ah non, 25 et 27, c'est... non, vous utilisez les autres exercices que j'ai corrigés. Non, ça va juste nous permettre, en fait, en classe, d'aller terminer, finalement, cette partie-là avec le 34, le 35, etc. Voilà. Voilà, donc pour cette partie de cours et les petites nouveautés du jour. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bon courage.